Les nombres complexes. Dans cette leçon, nous allons étudier des nouveaux nombres qui complètent les nombres réels. Ils s'appellent les nombres complexes. Ils sont d'ailleurs mal nommés parce qu'ils sont plutôt plus simples que les nombres réels, même s'ils sont un petit peu plus abstraits. Alors regardons un peu le processus d'invention des nombres que nous avons déjà rencontré au cours des années passées au collège et puis au lycée. On a démarré avec les nombres entiers. 1, 2, 3, etc., auquel on a rajouté le 0, qui est aussi un nombre entier, pour résoudre des équations. Ces nombres entiers ont une représentation très naturelle sur une droite, comme ceci. Un point représente le 0, et puis un autre point représente le 1 vers la droite, et ensuite, en se déplaçant de longueur constante, on représente les autres nombres. Ensuite, on a introduit des fractions pour pouvoir résoudre des équations du type x multiplié par 3 égale 7, qui n'a pas de solution en nombre entier, mais on a donc inventé une solution qu'on a notée d'ailleurs 7 tiers, et je ne vais pas revenir sur toutes les propriétés des fractions, et 7 tiers se trouve quelque part par là. Il y a encore une représentation très naturelle des fractions sur la droite des nombres. Et puis on a continué, on a inventé encore d'autres nombres. Le théorème de Pythagore, dans le plan qu'on appelle euclidien, c'est-à-dire tout simplement une feuille de papier avec un quadrillage, le théorème de Pythagore implique qu'il y a des longueurs qui ne sont pas mesurables avec des fractions. Et ça se ramène à la solution d'équations du type x au carré égale 2. L'équation x au carré égale 2 n'a pas de solution ni en nombre entier, ni en fraction. Alors, on a inventé des nouveaux nombres qu'on appelle les nombres irrationnels, et on a noté, par exemple, ici, racine de 2 pour l'une des solutions de cette équation, et l'autre étant moins racine de 2. Alors, ces nombres qu'on appelle irrationnels, à vrai dire, ils ont encore une représentation naturelle sur la droite des nombres, mais elle est déjà nettement plus étonnante que les nombres entiers ou les nombres rationnels. Tout simplement pour la raison suivante, c'est que le théorème de Pythagore et donc l'existence des nombres irrationnels, ou en tout cas leurs besoins, signale en gros que les points sur cette droite nécessitent d'avoir d'autres nombres que les fractions. Ainsi, par exemple, racine de 2, qui est quelque part par ici, est un point de cette droite. Mais comme les fractions, déjà, elles remplissent toute cette droite, il faut reconnaître que dire que cette droite n'est pas complète s'il manque les irrationnels est déjà un petit peu abstrait. C'est plutôt une conséquence logique de la manipulation de nos nombres entiers et puis du plan euclidien, c'est-à-dire le quadrillage. Et puis on a continué de manière fort simple avec les entiers négatifs. Tout simplement ceux qui résolvent des équations du type x plus 2 est égal à 1. Là encore, la représentation naturelle est tout à fait facile à apercevoir. On a donc nos nombres initiaux, 0, 1, 2, il y a aussi les fractions, j'ai même rajouté les nombres irrationnels. Bon, ben les nombres négatifs, ils vont de l'autre côté du 0. Ici, on a moins 1, ici, on a moins 2. Alors, de nos jours, ils ne posent plus de problème particulier, mais il faut quand même savoir que les nombres négatifs, qui ne servent pas à compter des fleurs dans un bouquet, des pommes dans un panier, ou l'âge de quelque chose, ils ont quand même beaucoup perturbé les mathématiciens à la fin du Moyen-Âge, entre 1000 et 1500, et ils ont mis assez longtemps à être acceptés comme des nombres. Bon, aujourd'hui, ils ne surprennent plus personne, on considère que c'est simplement des nombres associés par exemple à des positions sur une ligne, ou bien à des dettes vis-à-vis de quelqu'un, ça ne pose plus de problème. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas été suffisant d'inventer tous ces nombres pour faire tous les calculs qu'on voulait. On s'est rendu compte peu à peu, au XVe et puis surtout au XVIe siècle, qu'on allait avoir besoin de nombres qui résolvent l'équation x au carré plus 1 égale 0. Alors ça fait encore bien plus peur que l'équation x plus 1 égale 0. Mais la nécessité d'avoir des nombres qui résolvent des choses de ce type est apparue dans des calculs de mathématiciens italiens
au XVIe siècle, quand ils cherchaient à résoudre les équations du second degré et aussi du troisième degré. Ils arrivaient à trouver des solutions aux équations du troisième degré, qui étaient des solutions réelles, des solutions tout à fait tangibles, et néanmoins qui faisaient intervenir dans leur formulation des nombres résolvant une équation de ce type. Alors ces nombres-là, eh bien, on les a introduits de la manière suivante. On a déclaré qu'on travaillerait avec un nouveau nombre qu'on appellerait i pour imaginaire, dont le carré c'est égal à moins 1. Donc, i au carré plus 1 égale 0. Et aussi, on aurait moins i au carré égale moins 1. Et là encore, de 1550 jusqu'au 19e siècle, ces nombres-là ont beaucoup perturbé les mathématiciens, parce que simplement ils n'avaient plus de représentation naturelle sur la droite et ils sont loin de servir à compter des choses. Mais i se manipule comme les nombres réels. Par exemple, si on a un nombre de la forme suivante, a plus ib, où a et b sont des nombres réels, que l'on multiplie par c, où c est aussi un nombre réel, ça fait tout simplement ac plus i fois bc. Et donc, on a été amené à considérer l'ensemble des nombres de la forme a plus ib, où a est un nombre réel, par exemple moins 3, et b est un nombre réel, par exemple racine de 2, ou 3,7, ou n'importe quoi. Donc les nombres de cette forme, et on les a appelés les nombres complexes. On verra plus tard que c'est pas un très bon nom, les nombres complexes, ça aurait été mieux de les appeler les nombres complets, par exemple. Mais bon, c'est pas ce qui a été fait, et de nos jours, on les appelle les nombres complexes. Et auparavant, on les a appelés longtemps les nombres imaginaires, même. Ils n'ont donc plus de représentation sur la droite. Il n'y a pas moyen de... sur cette droite, on a mis les nombres entiers, évidemment, les fractions, les nombres négatifs, les nombres irrationnels, comme par exemple racine de 2, ou bien racine de 3, qui est quelque part par là. Mais a plus ib, il n'y a pas moyen de le mettre là-dessus. 1 plus 2i, par exemple. Mais il existe néanmoins une représentation très simple des nombres complexes dans le plan. Le premier à l'avoir proposé, c'est un mathématicien danois qui s'appelait Caspar Wessel, né en 1745 et mort en 1818, mais le papier dans lequel il a expliqué ça est passé inaperçu, et un autre mathématicien appelé Argan, un Français, 1768-1822, à peu près contemporain de Napoléon, à juste une année près, eh bien, son papier suggérant la représentation que je vais expliquer a été retenu, et on appelle maintenant cette représentation le plan d'Argan. Bon, l'idée est toute simple, c'est ceci. Sur le plan quadrillé, comme ceci, bon, le nombre 1 il est ici, le nombre 2 il est là, le nombre 3 est ici. Eh bien, le nombre i, ça va être ça, ça va être ce point-là. Ici, c'est l'origine qui correspond au point 0, et puis ici, on aura 2i. Et puis, par exemple, le nombre complexe qui est égal à 3 plus 2i, eh bien, ça va être ce nombre-là, que je vais appeler m, par exemple. Et donc, il y a une association bijective entre les points du plan et puis les nombres complexes. N'importe quel point du plan a naturellement deux coordonnées, a et b. Un point du plan, c'est a et b. C'est d'ailleurs donc aussi un vecteur OM, si M c'est AB, et ça correspond de manière biunivoque, c'est le terme, au nombre complexe A plus IB. Où A et B, encore une fois, sont des coordonnées réelles. A, c'est la coordonnée sur cette droite, et B, c'est la coordonnée sur cette droite. Alors, l'addition des nombres complexes dans cette représentation du plan d'Argan, c'est-à-dire du plan complexe aussi on dit, elle est très simple, c'est tout simplement l'addition des vecteurs. Considérons deux nombres complexes, U qui est égal à A plus IB, et V qui est égal à C plus ID. Bon, U plus V, c'est une opération sur deux nombres complexes, c'est une fonction de deux nombres complexes, et là en l'occurrence c'est tout simplement le nombre complexe A plus C plus I, B plus D. Alors ça devient nettement plus intéressant quand on regarde la multiplication des nombres complexes.
La multiplication des nombres complexes, encore une fois, c'est une fonction d'une paire de nombres complexes vers un nombre complexe. Et puis on va le noter U avec un petit point ou un multiplié V. On connaît déjà des fonctions de paires de vecteurs, et puisque les vecteurs dans le plan c'est à peu près pareil que les nombres complexes, on connaît déjà des fonctions de paires de vecteurs vers le plan ou même vers la droite. Par exemple, le produit scalaire. Mais ça ne va pas être le produit scalaire. Le produit scalaire de deux vecteurs, c'est à deux vecteurs, on associe un nombre, un seul nombre réel, c'est pour ça que ça s'appelle scalaire. Il existe aussi d'autres fonctions d'un couple de vecteurs vers quelque chose, vers un autre vecteur dans l'espace, ça s'appelle le produit vectoriel. Mais ici, le produit de deux nombres complexes, ça va être ni un produit scalaire ni un produit vectoriel, ça va être un autre nombre complexe obtenu de la manière évidemment suivante. A plus IB fois C plus ID, eh bien on va développer, ça va faire AC moins BD, puisque I fois I, ça fait moins 1, AC moins BD, plus I fois BC plus AD. Et alors, ce produit des nombres complexes a des très belles propriétés qui ont commencé à être comprises au XVIe siècle, et on va aller les voir. Alors pour cela, on a besoin d'introduire une notion qui n'est pas vraiment nouvelle, ça va s'appeler le module d'un nombre complexe. Le module de A plus IB, c'est tout simplement par définition la racine carrée de A2 plus B2. Donc c'est rien d'autre que la norme du vecteur AB. Si j'ai le nombre complexe à A plus IB, on a vu que ça correspondait tout simplement au vecteur de coordonnées AB, et la longueur du vecteur de O jusqu'au point AB, c'est ça, c'est racine carrée de A2 plus B2, c'est le théorème de Pythagore. Et alors on va commencer par voir une propriété très importante du module des nombres complexes, c'est que si on a deux nombres complexes U et V, et qu'on les multiplie, la norme du produit, c'est égal au produit des normes. Et ça, c'était pas vrai pour les produits scalaires, c'est-à-dire pour d'autres fonctions de couple de vecteurs, et c'est important de voir que c'est vrai pour les nombres complexes. Alors comment on va faire? C'est très simple. Prenons U et puis V et multiplions-les. Donc on a vu tout à l'heure déjà que A plus IB fois C plus ID, c'est AC moins BD plus I fois AD plus BC. Alors regardons non pas les normes, mais le carré des normes, parce que c'est plus facile à manipuler. La norme de UV au carré, c'est le carré de ceci, plus le carré de cela. C'est-à-dire AC moins BD au carré, plus AD plus BC au carré. Alors on développe et on va avoir le terme intermédiaire qui va s'annuler parce qu'on va avoir moins 2 fois ABCD et plus 2 fois ABCD. Donc précisément AC au carré, moins 2ACBD, plus BD au carré, plus AD au carré, plus 2 fois ADBC, ou ABCD c'est pareil, plus BC au carré. Donc ces deux termes s'en vont. Et alors on a AC au carré, plus BD au carré, plus AD au carré, plus BC au carré. Ce n'est rien d'autre que A au carré plus B au carré, fois C au carré plus D au carré. Et donc c'est bien la norme de U au carré plus la norme de V, ou module de V au carré. Il faut noter que cette égalité, le produit de deux nombres qui sont eux-mêmes somme de deux carrés, peut s'exprimer comme une somme de deux carrés. C'était une observation qui avait été faite par Diophante, un mathématicien grec du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui vivait à Alexandrie. Donc en fait, on utilise d'une certaine manière cette observation de Diophante, mais Diophante est venu bien avant la compréhension des nombres complexes, IIIe siècle après Jésus-Christ. Alors maintenant qu'on a donc le module des nombres complexes, qui est simplement la norme du vecteur correspondant, on va regarder la fonction qui, à un nombre complexe, en associe un autre par multiplié par un nombre complexe U donné. Donc à un nombre complexe quelconque M, on va associer par cette fonction U fois M. Alors prenons un exemple. M est le nombre complexe 3,2 plus I fois 0,8. Et puis U, ce nombre fixe, je vais prendre 1,5 plus I fois 0,5. Donc dans la représentation dans le plan complexe, ou plan d'Argan, M, il est ici,
puisqu'il a pour coordonnées 3,2 et puis 0,8. Et quant à U, il est là, puisqu'il a pour coordonnées 1,5 et puis 0,5. Alors, le produit de U par M, qui est donc une fonction qui a M associe U fois M, le voici, le point transformé par la fonction multipliée par U, c'est le point UM. Eh bien, il a pour coordonnées, évidemment, 3,2 multiplié par 1,5 moins 0,8 multiplié par 0,5. Ça, ce sera son abscisse, qu'on appelle sa partie réelle, évidemment. Et puis, il y aura plus I fois 3,2 multiplié par 0,5 plus 1,5 multiplié par 0,8. Tout ça, ça fait 4,4 plus I fois 2,8. Donc, M est transformé en ce point-ci. M qui était là, le nombre complexe M, est transformé en celui-ci. Et alors, on va découvrir quelque chose de très très intéressant, c'est que l'angle fait, je vais prendre d'autres couleurs, l'angle entre UM et puis l'axe des X, enfin l'axe ici ou l'axe des réels, il est tout simplement égal à la somme des angles de M lui-même et puis U. Donc l'angle rouge, c'est la somme de l'angle bleu plus l'angle vert. Et cette observation, elle a été faite par un mathématicien français qui s'appelait François Viette, qui a vécu au XVIe siècle, 1540-1603, et qui était un grand mathématicien français, avant ceux dont on nous parle beaucoup, Pierre de Fermat et puis Descartes, qui ont vécu la génération suivante. Donc Viette était un bon spécialiste d'angles en particulier et de trigonométrie, parce que dans un instant, on va arriver à des considérations trigonométriques. Une petite anecdote sur Viette, il a aidé Henri III et Henri IV à déchiffrer les messages codés de Philippe II à ses ambassadeurs. Philippe II, le roi d'Espagne, ou l'empereur. Et Philippe II s'était plaint au pape que les rois français utilisaient un magicien pour décoder ces messages. Mais le pape avait fait une réponse dilatoire parce que les services du Vatican, ça faisait 50 ans qu'eux-mêmes décryptaient les messages codés des différentes ambassades d'Europe. Alors maintenant, on va donc regarder cette propriété qui a été notée par Viette. Prenons deux nombres complexes, n et puis m. Les voici, n, m et puis n. Et on va multiplier le nombre complexe n-m, qui correspond à ce vecteur en fait, par u. Donc u fois n-m, c'est tout simplement un moins um, et appelons ça, si on veut, n' et moins m'. Eh bien la norme de n' moins m', ou le module si on préfère, c'est égal au module de u fois n-m, et c'est donc, on l'a vu tout à l'heure, le module de u multiplié par le module de n-m. En d'autres termes, multiplié par un nombre complexe donné u, c'est tout simplement tout agrandir par la norme de u. Et non seulement c'est tout agrandir par la norme de u, mais on va voir aussi que c'est donc une rotation comme l'avait observé Viette. Alors comment on procède pour prouver qu'il s'agit d'une rotation? On est en train de démontrer une propriété merveilleuse des nombres complexes. Multiplier par un nombre complexe, c'est multiplier par le module et puis additionner un angle. Alors, eh bien, 0, le nombre complexe 0, qui est aussi le point 0, 0, quand on le multiplie par u, ça reste 0. Donc, dans cette transformation multipliée par u, 0 est un point fixe. Et prenons le cas où u a pour module 1. Donc, c'est un nombre complexe qui se trouve, en gros, sur le cercle trigonométrique. Bon, dans ce cas-là, la norme de n' moins m', c'est la même chose que la norme, enfin, module de n moins m. Donc, multiplié par u, c'est bien une transformation rigide du plan, qui en plus maintient 0 au point 0. Alors, les transformations rigides du plan, qui par ailleurs maintiennent un point fixe, il n'y en a pas 36, c'est une rotation, et éventuellement, en plus, une symétrie axiale quelque part.
mais c'est assez facile de voir qu'il n'y a pas de symétrie axiale en étudiant deux points particuliers transformés par U. Donc, la multiplication par U, quand U a pour module 1, c'est une rotation. Et alors, de quel angle? Oh, bah, c'est tout bête. Le nombre complexe 1, qui correspond au vecteur 1, 0, bah, il est transformé tout simplement en nombre complexe U. Donc, c'est une rotation qui transforme le nombre complexe 1, qui correspond à ce vecteur, tout simplement en le nombre complexe U. Donc, il s'agit d'une rotation de l'angle de U. Donc, on est parvenu à un résultat extraordinairement étonnant peut-être, et en tout cas à la fois très simple et très puissant. La multiplication d'un nombre complexe a plus ib par un nombre complexe u, ben ça donne un nouveau nombre complexe qui a pour module le module de l'ancien multiplié par le module de u, et qui a pour angle avec l'axe des réels, eh bien, l'angle initial plus l'angle que U lui-même fait avec l'axe des réels, puisqu'il s'agit d'une rotation, comme on vient de le voir, de cet angle-ci. Alors on peut le vérifier avec plusieurs exemples simples. Par exemple, pour U égale I, c'est-à-dire le nombre imaginaire de base, multiplié par U, vous vérifierez qu'il s'agit d'une rotation de 90 degrés. En particulier, le nombre complexe qui correspond à 1, il devient précisément I. Donc il s'agit bien d'une rotation de 90 degrés. Et je vous invite à vérifier que c'est vrai pour n'importe quel nombre complexe M. Il va devenir le nombre complexe avec la même norme, puisque ici c'est norme 1, avec une rotation de 90 degrés. Vous pouvez aussi essayer avec U égale 1 plus I, auquel cas la norme de U c'est racine de 2, et l'angle que U fait dans ce cas-là avec l'axe des réels c'est 45 degrés, et vérifier que quand on multiplie un nombre complexe quelconque par ça, eh bien on a le nouveau nombre complexe image, il a une norme multipliée par racine de 2, ou un module, et puis il fait un angle de 45 degrés avec l'ancien. Alors on va terminer avec un petit peu de trigonométrie, parce que tout ça quand même ça nous parle beaucoup d'angles. Alors prenons un nombre complexe U quelconque, A plus IB, où je vous rappelle, A et B sont des nombres réels, et I est la racine de moins 1, la première racine de moins 1, l'autre étant moins I. Eh bien, la norme de U, on va l'appeler R, ou la norme de U ou au module de U, c'est-à-dire cette longueur. Ça, on l'appelle R. Et l'angle que U fait avec, que OU, si l'on veut, fait avec l'axe des réels, on va l'appeler θ. Alors on peut aussi écrire que U est égal à R cosinus θ plus I fois R sinus θ. Ça, c'est de la trigonométrie qu'on a appris en classe de 4e. Et donc ça, c'est une autre représentation des nombres complexes avec leur module et leur angle, qu'on appelle aussi leur argument. Prenons le cas de deux nombres complexes, U et puis V, de module 1, chacun d'entre eux. Alors dans ce cas-là, U est forcément de la forme cosinus θ plus I fois sinus θ, et V est de la forme cosinus phi plus I fois sinus phi. Et on a vu tout à l'heure que U plus V est nécessairement obtenu par une rotation de l'angle V additionné à l'angle formé par U et l'axe des réels. Donc UV, c'est égal à cosinus θ plus phi plus I fois sinus θ plus phi. Mais par ailleurs, en développant le produit simple de U et puis de V, on obtient cosinus θ fois cosinus phi moins sinus θ fois sinus phi plus I fois cosinus θ sinus phi plus sinus θ cosinus phi. Donc, en quelque sorte, les mains dans les poches, eh bien, on a obtenu, je crois que c'est là ma page, on a obtenu, vraiment sans effort, les formules des sommes d'angles. Cosinus de θ plus phi est donc égal à cosinus θ cosinus phi moins sinus θ sinus phi, et puis sinus θ plus phi, c'est cosinus θ sinus phi plus sinus θ cosinus phi. Voilà une illustration parmi beaucoup d'autres de la puissance des nombres complexes. Pour terminer,
je voudrais signaler que les nombres complexes vont simplifier beaucoup la géométrie. On vient de le voir, par exemple, on a démontré en 3 coups de cuillère à peau les formules trigonométriques pour les sommes d'angles. Ça simplifie aussi l'algèbre. Par exemple, l'équation ax2 plus bx plus c égale 0 aura toujours deux solutions, quel que soit son discriminant. Il n'y aura pas besoin de savoir si b2 moins 4ac est positif ou nul, etc. Ce sera toujours vrai. Et ça va aussi simplifier beaucoup l'analyse, c'est-à-dire l'étude des fonctions, et en particulier leurs dérivés. Les fonctions des nombres complexes, l'ensemble des nombres complexes, on l'appelle grand C comme ceci, vers des nombres complexes, représenté aussi comme ça. À un nombre complexe Z, on associe un autre nombre complexe, f de Z. Et bien ces fonctions, elles seront beaucoup plus simples en fait à étudier et à manipuler que les fonctions de R vers R. C'est paradoxal, avec cet effort d'abstraction des nombres réels vers les nombres complexes, les mathématiques vont devenir plus simples.